Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent. Comme tous les dimanches à 19h, nous allons partager avec vous 1 heure d'engagement et de plaisir. 1 heure avec ceux qui font le pari de l'excellence française, tout savoir-faire confondu. Ce soir pour vous, et nous le connaissons bien sur Sud Radio, un ancien grand joueur de rugby du club toulonnais, devenu entraîneur et surtout une référence adulée par les aficionados du sport, du rugby précisément, un homme qui a su se réinventer et que certains ont nommé le gourou le plus charismatique du rugby. Et oui, chers auditeurs, c'est bien Daniel Herrero qui vient nous raconter son excellent destin. Son parcours entrepreneurial souligne son respect de l'excellence. Ne ratez surtout pas aux côtés de Daniel Herrero un grand patron dont la volonté est chevillée au corps et la vision claire aux valeurs manifestes. Nicolas Rousselet est à la tête du groupe Rousselet, vous le savez, pour par exemple les taxis G7, groupe qu'il a su diversifier et renforcer, et il vient nous raconter entre autres choses comment. C'est excellent sur Sud Radio et c'est jusqu'à presque 20h. Bienvenue chez vous. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Daniel Herrero, bonsoir Nicolas Rousselet. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Judith, bonsoir Nicolas. Bonsoir Daniel. Ami du jour, bonjour. Ou bonsoir plutôt. Oui. Vous trouvez la rime aussi là. Absolument. Je ne l'ai pas trouvé au premier coup, mais rien de grave. Alors Daniel Herrero, je le disais, les auditeurs de Sud Radio vous connaissent puisque vous êtes ce qu'on appelle notre grande voix pour les matchs nationaux et européens de rugby, puis les grands matchs seulement. C'est ça. Et alors, avant de parler un peu plus de vous, je vais évidemment vous demander votre ressenti sur cette magnifique saison que nous propose le 15 de France en ce moment, offrant des réjouissances qui, selon vous, vous me l'avez dit, sortent du cadre du sport vers la joie populaire qu'elle provoque. C'est un excellent créateur de liens, finalement, le rugby, Daniel Herrero. Dans la conjoncture, le sport à l'échelle du pays peut générer des appétences, des goûts divers, des croyances, des croissances, des enthousiasmes. Enfin, tu vois ça, le sport, il peut porter ça. Le rugby de France, pendant une longue décennie, entre 2010 et 2020, a plutôt été assoupi, un peu dans l'ennui ou dans la nuit tout court, ou tout au moins sans réjouissance. Va-t'en voir que depuis quelque temps, on dira 1 an et demi ou 2 ans, mais surtout depuis les 4 ou 5 derniers mois, ou même les 2 derniers mois, les 15 coquelets qui représentent la France ovale ont réalisé des performances de bon niveau et ont réalisé surtout des aventures collectives, tu vois, sur un terrain de rugby, aventures de solidarité, de générosité, d'incroyable courage, de permanence de solidaire et de main tendue à l'autre, de goût incontestable mais pacifique de dominer l'autre. Il s'est dégagé de ce 15 de France quelque chose d'assez joli. Et va-t'en voir qu'en plus, dans les temps récents, quelques joueurs au talent rare, pour ne pas dire unique, ont réussi des actions dites de panache qui vont faire que, il semblerait que derrière le courage, il y ait aussi, dans le 15 de France, la dimension du panache ou de l'empanaché ou de la joie collective comme ça. Et ça va donner presque un bonheur populaire dans un premier temps insoupçonné. Vous en parlez très très bien, Daniel Herrero. On pourrait vous écouter en parler plusieurs heures, on n'en a qu'une hélas. Nicolas Rousselet, je rappelle pour les auditeurs que vous dirigez le groupe Rousselet. Une de vos amies d'école, Lise Fauconnier, je la cite, disait « À HEC, c'était le plus entrepreneur d'entre nous ». Alors l'esprit d'entrepreneur et la défense de l'esprit d'entreprise, c'est ce qui vous définit, ce qui vous anime. Et forcément, ça résonne avec ce que vient de dire Daniel Herrero. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'abord à Lise Fauconnier, camarade d'HEC en 1990. Effectivement, les propos de Daniel, on s'identifie assez facilement en entreprise. C'est des aventures collectives. C'est ça. Tout le groupe Rousselet, c'est ça d'ailleurs. C'est 3 grandes filiales, 2 dans la mobilité. ADA, le loueur de voitures, 1200 points de vente, 1000 franchisés, des indépendants qui ont mis tout sur la table pour l'enseigne, pour développer l'enseigne. Et puis G7, les taxis, 9000 taxis à Paris, 4000 en province, là encore du collectif. C'est aussi de la location de box de rangement. Là encore, la force de l'équipe, c'est la puissance avec Homebox. On est le numéro en France de location d'espace de rangement, des petits box de stockage. Quand vous avez besoin de déménager, que vous avez besoin d'un espace, vous louez d'abord de préférence un camion chez ADA pour après louer un box chez Homebox. Donc on peut faire toute la route chez vous. Absolument. On peut peut-être même vous faire une remise pour le 2e arrêt. C'est possible. Tout s'étudie. En tout cas, le collectif, on y est tout à fait sensible, et c'est vrai que dans les... C'est principal même, c'est l'esprit déterminant. d'équipe, Daniel Herrero, et puis d'ailleurs vous aussi, Nicolas Rousselet, c'est dans le sport ou dans l'entreprise, il est indissociable de la réussite finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Surtout que
Dans nos enseignes, c'est à chaque fois David contre Goliath. C'est-à-dire que quand on est sur G7, on se bagarre avec un géant américain qui a 27 000 salariés, des milliards. Quand on se bagarre sur ADA, on est avec des entreprises jaunes, vertes, qui ont eux aussi des milliards pour nous faire la peau. Et au boxe, c'est pareil. Et donc là, la manière de résister, la manière d'être numéro un leader sur ces 3 grandes enseignes dans leur métier, c'est vraiment le collectif. C'est les 9000 chauffeurs de taxi que je réunis dimanche au Palais des Congrès. Aujourd'hui, donc que vous avez réuni aujourd'hui. Et que j'ai réuni ce matin. Même dimanche, ils viennent le dimanche. Vous voyez, c'est l'esprit de la conscience professionnelle. Sans la veste, exactement. La veste était obligatoire. Daniel Herrero, pour rebondir un peu justement sur cet esprit d'équipe, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a changé dans le 15 de France là depuis quelques mois et que c'est pour ça qu'ils réussissent? C'est parce qu'il y a une vraie coalition, une coalition d'équipe, quoi. Oui, il y a une coalition. Le mot est juste, mais enfin, il est dans le champ du sport, ou tout au moins dans le champ des hommes, du quotidien, je dirais. On ira vers la cohésion, voilà, tu vois. On ira peut-être même quand la cohésion génère de l'harmonie, qui est un sujet un peu plus délicat, que ça le fait bien ensemble, ça s'articule, ça s'écoute et ça se répond. Ça n'a pas besoin de la grande discussion pour être conforme, pour être synchrone, pour être harmonieux. Tu vois ça? L'idée, c'est que tout le monde en rêve de ça, de cette dynamique-là. Tu vois, tout le monde hurle avec le chant joyeux de quand on est ensemble, on est plus fort, mais ensemble, c'est dur. Ensemble, c'est dur. Mais ensemble, c'est dur. Pourquoi c'est dur ensemble alors? Eh bien, parce que quand tu te mets à côté l'un de l'autre, ça fait pas forcément une résultante. Ça peut faire simplement une addition de talent et c'est déjà pas si mal. Quand tu te mets à côté de quelqu'un d'autre, tu peux être dans l'écoute ou même simplement dans la neutralité d'écoute, ou tu peux être même dans la version d'écoute. Tu vois, c'est cette dynamique-là qui est toujours fluctuante. L'équipe n'est pas une installation définitive dans une vie collective. Ouais, c'est loin de là, loin de là. Tu vois, j'allais dire, lui, Nicolas, il bataille, et je dirais, il bataille, y compris dans la famille, dans une lignée, dans une histoire, pour pas dire dans un temps conséquent. Il bataille pour essayer de donner à l'humain la capacité d'apprécier les gens avec qui il est sous une identité. En l'occurrence G7 ou l'Oval, tu vois, sous une identité dont on doit se sentir fier. Et si on s'en sent fier, ou si on a cette fierté au cœur, alors, pour défendre ce maillot-là, on y mettra du cœur, de la générosité, peut-être. Et ça sera jamais servi-nature, et ça sera jamais en promesse de longueur. Voilà. Ouais. Nicolas Rousselet, est-ce que vous considérez justement que ce que Daniel Herero dit est juste et que vous bataillez justement, comme vous le disiez tout à l'heure, comme David contre Goliath, pour faire reconnaître aussi cette cohésion dont on parlait, cet esprit d'équipe et cette marque qui du coup se différencie des autres comme ça? Oui, c'est tout à fait juste. Là encore, on voit les similitudes entre l'entreprise et le sport de haut niveau. C'est vrai que, comme dit Daniel, ensemble, c'est dur. Et l'addition de talent, ça fait pas un match gagné. Il faut une cohésion d'équipe. Alors, c'est vrai que là, moi, où je suis, j'aimerais bien avoir la même dynamique, c'est quand il nous dit pas besoin de se parler. Alors nous, il faut beaucoup se parler. Nous, pendant la crise sanitaire, avec les taxis, on a fait 400 heures de réunions, et j'ai fait 87 avec le comité de direction. Pour continuer à les mobiliser, à leur donner envie, etc. Exactement, leur faire un point sur la situation, les rassurer. On a mis en place des protocoles sanitaires de protection avec Bureau Veritas. Bref, en tout cas, c'est tout à fait juste de dire que la dynamique, la cohésion du groupe, il faut l'entretenir en permanence. C'est comme la démocratie. La démocratie, c'est un combat quotidien. Oui, ça on le voit bien en ce moment. C'est jamais acquis. Donc c'est vrai que plus on est nombreux, plus il faut investir dans cette cohésion d'équipe, parce que les effets sont remarquables. On voit, David contre Goliath, on y arrive même avec nos petits moyens, même 250 personnes sur G7 versus 27 000 sur le californien. Ouais. Ça marche très bien, et on a plus de 7% par rapport à 2019. Oui, parce que vous avez aussi su vous réadapter et réadapter l'offre en elle-même. On a su se transformer en premiumisant, en étant plus haut de gamme, en capitalisant sur justement l'équipe. Un taxi, il n'y a pas plus professionnel, il reste entre 10 et 20 ans dans le métier, il a investi dans une licence pour pouvoir stationner sur la chaussée, il prend les couloirs. Eh bien, toute cette équipe, en 2 mois, elle a mis un costume et une cravate. Et moi, je dis bravo aux chauffeurs. Ouais. Ils sont admirables. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les pouvoirs publics qui ont été sensibles à notre sujet carburant. Il était important d'aider les taxis. Il y a une petite hausse, mais ils en avaient bien besoin et ils le méritent. Même s'ils ont là aussi
été très visionnaires. Aujourd'hui, on a 55% de la flotte G7 qui est en véhicule hybride. Un véhicule hybride, c'est 5 litres au 100. Un véhicule... C'est vous qui avez été visionnaire et qui l'avez conseillé, ou c'est eux-mêmes qui ont pris cette route tout seuls? En 2007, j'ai lancé les Green Cab. Oui. Mais encore une fois, c'est le chauffeur qui investit. Oui, et donc, le chauffeur, qui a eu l'idée? C'est le groupe qui a eu l'idée. Mais c'est eux qui font les efforts. Et bravo, parce qu'il fallait faire cet investissement. Investissement qui aujourd'hui est payant. Et ça, ils le font parce qu'ils vous font confiance aussi, Nicolas Rousselet, parce qu'il y a cet esprit d'équipe dont on parlait. Justement, Daniel Herrero, là-dessus, parce que vous dites que vous parlez peu, mais finalement, quand vous avez été entraîneur, parce qu'on sait que vous avez été entraîneur du club toulonnais de rugby, vous leur parliez à vos joueurs, évidemment, quand même. Daniel Herero. À l'évidence, la parole ou l'oralité reste quand même le mode de communication le plus essentiel, j'allais dire, dans la vie des hommes, et à plus forte raison dans le champ du sport. On se prépare quand même en mettant le corps en exergue. Et le chauffeur de taxi, quand même, il a un métier, il a une expertise, il a une compétence, et elle passe par son corps, elle passe par ses actes, elle passe par l'œuvre, l'ouvrier, quoi. Il fait des trucs, quoi. Maintenant, pour à la fois transformer une pratique, pour l'améliorer à plus forte raison, pour faire en sorte que tu sois plus performant avec les autres, pour faire en sorte que ta stratégie, ce que tu vas mettre en place quand tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre, que cette stratégie-là, elle soit sensible, elle soit entendue, elle soit comprise. Il faut passer par, 1, la répétition, et 2, par les mots. Ça, c'est évident. Mais attention, j'aime assez, et pourtant, je rentrerai pas en débat, mais évidemment, mais quand Nicolas, il dit, oulala, dans la période où nous avons été quand même un peu coupés du monde, tu vois, la pandémie, dans 1 an et demi, on a quand même beaucoup parlé, alors que moi, je te disais, à un moment, il faut moins parler, quoi. Mais il disait, on a beaucoup parlé, il a fallu les rassurer, il a fallu mettre un peu le cœur à l'ouvrage. Il a fallu dire des mots qui avaient du sens, et que le sens qu'ils portaient était plutôt, attention, les petits frères, il en manquera pas un seul à l'appel, même dans la période de souffrance. Tu vois, grosso modo, grosso modo. Voilà. Et donc, les mots n'ont de richesse, que quand leur sens, ou leur signification, c'est qu'ils veulent dire, quoi, tu vois, s'habite d'humanité, voilà. Et quand ils sont habités par la personne qui les porte aussi, Daniel. Sans aucun doute. Il y a une emblématique du porteur, de celui qui envoie le signal. Il y a une posture, c'est probable. Là, nous sommes dans le champ un peu de... Il donne de la confiance aussi, parce que finalement, pour être bon, il faut qu'on ait confiance en son patron, en son entraîneur, en celui qui montre la route, finalement. Ah oui, si je te vois et que tu es robuste, il me semble que je peux affronter les difficultés. Si je te vois et que j'ai l'impression que tu es une figue molle et que dès qu'il va y avoir de turbulences, tu vas appeler ta mère, ça va générer une autre type de dynamique. Il y a, j'allais penser, peut-être autour de Nicolas, sans doute autour de moi-même ou d'autres, peut-être même probablement de toi, Judith, que la principale qualité d'un boss, c'est d'être entraînant. Oui, c'est d'être entraînant, générer du train, générer de l'entrain. Et il me semble, ce qui est une loi assez complexe, y compris dans le monde du travail, que quand tu génères de l'entrain ou quand tu génères de la joie, tu as plus de chances de rendre les gens heureux. Bien et sûr. Il me semble aussi que s'ils sont un peu plus heureux, ils ont plus de chances d'être performants, quoi. Voilà, quand tu défends le maillot avec gloire et honneur, c'est mieux que quand tu y pisses dessus, quoi, grosso modo. On va continuer ce merveilleux échange dans quelques instants. Vous avez bien choisi Sud Radio et c'est excellent en compagnie de l'excellent aussi, ancien joueur et entraîneur du FCT Rugby de Toulon et non moins excellent PDG du groupe Rousselet, Nicolas Rousselet. À tout de suite, on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, effectivement. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous ce soir l'émérite rugbyman Daniel Herero et à ses côtés l'innovant patron du groupe Rousselet, Nicolas Rousselet. Alors Daniel Herero, un petit rappel tout de même de votre parcours. Vous êtes un des anciens joueurs mythiques du RCT, le club de rugby toulonnais. Vous étiez 3e ligne centre. Alors moi j'y connais rien, donc je ne fais que répéter bêtement ce que j'en ai appris en travaillant cette émission. Et vous en êtes ensuite devenu l'entraîneur. Et alors on parle vraiment de la transmission chez vous parce que le rugby, ça se pratiquait en famille. Vos 3 frères ont aussi été joueurs. Et vous avez débuté dès l'enfance dans ce même club. Est-ce que c'est sous l'impulsion paternelle que ça s'est passé ? Eh bien, la transmission, j'allais dire, des vocations, ou tout au moins des sensibilités qui vont habiter à la fois l'émetteur et le récepteur, celui qui va recevoir. Dans ma famille, il y a quand même quelque chose de hautement considéré dans l'ovale.
Tu vois. Ma mère était probablement ovale avant que je naisse. Tu vois. On dit sur les terres du monde, peut-être dans ta ovale famille. Dans son ventre aussi, non? Voilà, c'était ça l'idée, quoi. C'était ça. Non, mais Vous avez grandi en ovalie, quoi. C'est ce que vous voilà, dites, voilà, ou tout au moins je me suis fécondé en ovalie. Tu vois, c'est une hypothèse, Mais enfin, bon, quand même là-dessus, je reconnais qu'on peut mettre des bémols. Mon pater était un peu ovale. Mon père, il jouait dans un petit village, il avait un peu le goût de ça. Ah, donc il jouait lui-même, bien sûr. Oui, non, mais dans un petit niveau, mais simplement, mon père, dans sa démarche d'ovalie, a été plutôt, on dira, je sais pas, les anciens avec qui il jouait m'avaient dit, ton père, il a joué 10 ans au rugby, ce qui est pas mal, mais il a fait une seule passe en 10 ans. Grosso modo, on pourrait considérer que c'est relativement peu, et en d'autres termes, que la composante sociale du jeu de rugby, mon père, il n'avait pas radicalement assimilé. Et alors, comment vous êtes tombé dedans, vous? Je suis tombé dedans parce que petit, donc mon père, s'il n'était pas très bon à la passe, donc pas très sociable et un peu taiseux, il était quand même, d'après ce que me disaient les anciens, extrêmement courageux. Cette dimension du courage familial va me stimuler, moi petit, je vais voir jouer mon père. Je suis dans les bras de ma maman, j'envoie le citron au pater à la mi-temps, entre guillemets. Et puis surtout, j'entends dire autour de ce milieu-là, des vieux stades et des vieux vestiaires, tiens, Herrero, il est pas mal, en parlant de mon père. Hein. Et en même temps, il y a comme ça un milieu, une ambiance un peu gratifiante, un peu glorifiante, c'est pas le mot, mais sensible, qui génère quelques joies, et elles sont pas très nombreuses dans mon milieu familial, mais bon, il y a des joies autour de ça. Et ensuite, bon, fatalement, quand il s'agira d'aller voir ce qu'on peut faire quand on est un enfant de 7, 8 ou 10 ans de son corps, on me mettra on me proposera l'aventure du rugby. Va t'en voir. Va-t'en voir. Et ça, c'est toujours une énigme que ça va me tomber plein cœur. Avec vos frères aussi, d'ailleurs. Hein, mais mes frangins, voilà. Mes frangins à des degrés divers. Ils y vont un peu avant moi, mes aînés. Mon frère après moi, il y va un peu plus tard. Mais on y va, non pas comme un passage initiatique, ni même franchement comme un passage obligé. Mais il est probablement bon que le rugby, stimulant un peu le courage et la générosité, eh bien que les enfants y passent. Tu vois ça. Et alors, est-ce que vous avez su tout de suite, dès l'enfance, que vous aviez envie d'en faire un métier, Daniel Herrero? Voilà. Alors là, c'est la bonne question, je me permets, mais c'est quand à un moment, ce qu'on appellerait, tu vois, la vocation, la voix, la voix qui te pousse, quoi. Oui. Bon, moi, ce qui te pousse à l'intérieur, c'est un chant, tu sais pas d'où il vient, c'est une route, tu sais pas pour laquelle tu y es, ou sur laquelle tu es. Quand il y a un croisement, tu prends une certaine orientation, et ça te mène toujours dans la même direction. Pour moi, ça m'amène vers le corps, vers le corps en groupe, vers mon équipe de rugby, mes collègues Benjamin et Junior, tu vois, ça m'amène vers cette turbulence sociale, ça m'imbibe et ça m'imprègne de le groupe et la solution de tous les problèmes du monde, et en l'occurrence mon problème de quête du bonheur, quoi. Voilà. En d'autres termes, j'y vais, mais alors cette voilà, quête du bonheur qui vous suit, hein, parce que je vous coupe 2 secondes, mais en fait, je note que le rugby, c'est un prétexte à une lecture différente du monde pour vous, et ça vous permet d'en parler d'un point de vue social, moral, éducatif ou de bonheur. Hein, c'est votre grand mot, ça. De joie. Oui, tu sais, c'est quand même toujours assez difficile. J'ai la sensation que la quête ou la conquête du bonheur de vivre, tu vois, malgré tout, ça passe par un certain nombre d'étapes, d'événements. Bon, pour ce qui me concerne, la vocation, la chose de base, le souffle de un, c'est être avec les autres, m'articuler avec les autres, la découverte des autres, la rencontre des autres, ça me passionne. L'objet médian, la balle de rugby, sera un assez joli prétexte. Je trouve qu'elle le porte en même temps, tu vois, cet univers du rugby, quoi. Il porte l'idée de se mesurer, de s'affronter, même d'essayer de grandir par la rudesse, par peut-être quelque chose qui peut être suspect. Sans doute que Nicolas, lui, le revalorisera sur le plan moral, mais qui est la compétition, se mesurer à l'autre pour le dominer, ça fait aussi partie du bonheur des hommes. Enfin, tu vois ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Rousselet, que la compétition, c'est important pour le bonheur des hommes? En tout cas, dans les carrières qu'on a l'un et l'autre, on aime bien la bagarre. Hein. Sinon, ça vous a motivé? Sinon, on aurait fait autre chose. Et moi, je rejoins tout à fait Daniel. On aime se surpasser, on aime le faire en équipe, avec de l'intelligence collective, on aime ça, on aime le combat. Voilà. Mais un combat, ça peut être positif du coup, en fait, hein, c'est ça qu'on dit là. Oui, absolument. Le combat nous réunit, le combat nous fortifie, le combat est une étape dans la voie du bonheur, absolument. Ça y contribue, on fait des choses utiles, on fait avancer les choses, on les transforme. Oui, c'est beaucoup de satisfaction que de réaliser ces parcours. Encore une fois, effectivement, comme dans le sport, en équipe.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas de succès seul, c'est pas que des mots. Hein. Et ensemble, on est plus fort, quoi. Ensemble, on est plus fort. Ouais. On a beaucoup aidé les chauffeurs de taxi, par exemple, pendant ces 2 ans de Covid. Bon, et quand on fait un sondage à la sortie de la crise, il y a 92% des chauffeurs qu'on interroge qui nous disent bravo, vous avez fait ce qu'il fallait. Bon, bah, on regrette pas d'avoir investi 20 millions dans cette. Vous êtes battus, du coup. On s'est battus. On a aidé les chauffeurs pour. Encore une fois, faire les choses ensemble, c'est des mots jusqu'à ce qu'il y ait des vraies épreuves. Voilà. Ouais. Et là, il y avait une épreuve. Bon. Et on nous le rend bien parce que les chauffeurs de taxi, ils sont là au moment de la reprise. Il n'y a pas un chauffeur de taxi qui a cassé sa pipe parce que dès qu'il y a eu le confinement, on a tout de suite, nous, suspendu tous les prélèvements, on a étalé les paiements, même les cartes de carburant. Bravo. On est ensemble. C'est pas simplement des mots. C'est pas que des artisans indépendants, quoi. Ils sont tous indépendants. Mais ils sont accompagnés. On est dans la même ça. équipe. Voilà. C'est pas des fournisseurs, c'est des vrais partenaires, des vrais associés. Et on est dans la même barque. On gagne ensemble. C'est gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui gagne et l'autre pas. Voilà. Donc, et là, quand on a des crises, on a l'occasion de vivre ça. Et c'est une grande satisfaction parce que c'est une juste épreuve, en fait, quelque part. C'est une juste épreuve, c'est une belle épreuve de maturité, d'engagement. Quand les chauffeurs, les chauffeurs G7, ils ont transporté 300 000 soignants en première ligne. Bravo. À l'époque, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait pas de vaccin. Et on transportait ceux qui étaient en première ligne. Donc moi, je suis très admiratif de cette équipe. Et ça marche, puisque derrière, à la sortie de la crise, les chauffeurs sont là, les clients sont là, plus 7% par rapport à 2019. C'est une grande satisfaction, c'est une grande joie, comme dirait Daniel. Non, puis si je peux me permettre, il n'y a pas le même service qu'avec le géant américain dont vous parliez tout à l'heure. On est quand même sur une qualité de service et de rapport aux autres qui est particulièrement bien disposée pour accueillir le client, en fait, chez G7. Chez les autres taxis que vous représentez aussi, d'ailleurs. Ça renvoie à cette idée. Là encore, le parallèle avec le sport est très intéressant, sur des gens heureux. C'est-à-dire que si les chauffeurs de taxi n'est pas heureux, il va maltraiter son client. Et comme c'est un acte qui est répété 10 fois par jour, c'est pas facile d'être taxi. Vous êtes dans les bouchons, vous êtes tentant des clients, c'est normal, qui sont pas de bonne humeur. Bon. Bref, ils sont là et chaque course compte, c'est des petits actes répétés. Et si le chauffeur de taxi qui donne la prestation, il n'est pas heureux, eh bien ça donne pas une prestation excellente comme on l'a aujourd'hui avec 4,8 étoiles sur 5. Ouais. Donc on voit que tout ça est très lié. Sur ces petits actes répétés dont nous parle Nicolas Rousselet, Daniel Herrero, on peut aussi faire un parallèle avec le sport parce que finalement la répétition et la transmission de ce plaisir de répéter ensemble, c'est aussi l'apanage d'une bonne équipe, non ? Ah oui. Ah oui, et ça pose quand même, évidemment, un type de problème complexe, qui est la répétition par nature, surtout si elle vire au dogme et au labeur, elle peut s'appauvrir en passion. En enthousiasme, en goût, tu vois, elle peut s'appauvrir. La répétition, par nature, elle peut faire progresser simplement si elle s'habite en permanence, j'allais dire presque, d'un potentiel innovant. Si tu ne fais que répéter, il y a des risques. Et nous avons des métiers. Le sportif, par exemple, il répète des milliers de mêlées, des milliers de touches. Il répète des milliers de lancers, des milliers de chutes et des milliers de chocs. Il répète des milliers d'émotions fluctuantes vers l'abîmé, tu vois, ou alors des émotions fluctuantes vers le gratifiant. Ça, c'est bien fait. Ça. Tu vois, il va dans la répétition. Il faut la carotte, quoi, c'est ça. Non, c'est trouver comment habiter la répétition. Le labeur, tu vois. Le chauffeur de taxi, honnêtement, je me permets, je rebondis là-dessus, j'ai pas de spécialité comme tu le sais, mais il y a œuvre d'art. Il y a œuvre d'art chez un vrai chauffeur de taxi. Alors expliquez-vous. Œuvre d'art. Le mec, il a un temps conséquent, 8, 10, 12 heures, tu vois, de relation avec son engin dans un milieu urbain qui a ses complexités, ses difficultés et même ses gratifications, à l'évidence. Tu es dans des embouteillages, mais tu es dans une des plus belles villes du monde. Tu es dans la pénibilité du monde où en face de toi, tu as toujours l'impression qu'ils veulent te manger ou te couper en tranches en te coupant la priorité. Et en même temps, ce sont des humains qui, comme toi, se déplacent dans une ville ou dans un lieu quelconque pour aller d'un point à un autre
y accomplir des missions dans lesquelles il vaudrait mieux qu'ils y arrivent avec l'âme et le cœur tranquille. Enfin, tu vois ça. Oui, vous m'avez dit d'ailleurs que pour vous, G7, c'était un outil social et c'était un outil de joie. C'est ça. Mais non, tu peux pas l'exclure en sens ultime. Mais après, dans la réalité, tu vois bien que c'est complexe. Mais le sens ultime, c'est... Moi, je suis un abonné G7. Je les connais depuis 30 ans. Je connais la famille, je connais la ligne. J'ai estimé avec un goût incontestable et alors définitif le fait que la dimension humaine rentrait dans le process de l'aventure. C'est pas si simple ça. Tu vois, quand tu es dans le monde, en l'occurrence des taxis, la dimension humaine, ça veut dire que tu vas monter dans ma bagnole, collègue, eh bien probablement il y a un bout de ta vie qui devrait avoir un intérêt, quelconque, mais un intérêt. Ouais. Intérêt. Parce que tu vas passer un moment dans ma voiture, quoi. Tu vas passer un moment dans ma voiture. Un intérêt, c'est peut-être simplement ce que nous allons y voir, simplement comment tu vas t'y reposer, simplement comment tu vas peut-être aussi t'autoriser à continuer à réfléchir, simplement comment tu vas t'y détendre, même dans les urgences du monde. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est ça, finalement, Nicolas Rousselet, que c'est quand même finalement ce qui fait la différenciation aussi d'un bon taxi, c'est ce moment agréable, cette bulle qui va en même temps nous protéger du monde et en même temps nous amener au point où on a envie d'aller, quoi, finalement. Oui, cette bulle de sérénité, elle est effectivement un moment où nos clients peuvent se détendre et dans une ville où c'est le tumulte à l'extérieur. Donc je rejoins tout à fait Daniel là-dessus. Là où nous, c'est un peu plus facile que dans le sport, quand on parle de répétition, c'est le potentiel innovant. C'est-à-dire que la réussite collective, elle doit aussi être assortie d'une innovation permanente. On a sorti une nouvelle application l'année dernière, on a développé des services de porte-vélo pour avoir une vraie complémentarité entre l'usage du taxi. Vous avez des taxis pour les familles aussi, on vous a avez des taxis pour les familles, exactement. On a 9 services différents dans la nouvelle application. Et la nouvelle application, c'est une croissance à 2 chiffres quand on a sorti la nouvelle application. Là, la semaine dernière, on a annoncé une nouvelle formule de paiement où vous avez un paiement sans contact avec ce qu'on appelle un PIN online qui permet de payer au-delà de 50 €. Le taxi avec lequel je suis venu tout à l'heure, ils ont été nombreux à nous dire, vous savez, il y a des clients, ils préfèrent les bulles plutôt que l'eau plate. Bon, le taxi que j'ai pris tout à l'heure pour venir au studio, il y avait à l'arrière, il y avait une bouteille. Il savait qu'il transportait le taxi en question ou pas ? Oui, ils le savent. Il l'a compris. Et heureusement, parce que quand ils ont des critiques à faire, vous inquiétez pas, c'est des patrons. C'est des patrons, ils ne se dérangent pas. Et tant mieux, tant mieux. Et il y avait aussi une bouteille avec des bulles. Donc il y avait les 2 eaux minérales. Il y avait le choix. Et c'est des petites innovations qui nous évitent le dur travail de labeur qu'on peut avoir dans le sport avec la répétition des gestes. Donc enfin bon, voilà, l'innovation, 12 millions par an d'investis, ça marche. C'est dans le transport public de personnes, c'est une industrie qui est devenue très capitalistique. Voilà. Et c'est excellent d'ailleurs. Ce lien entre le rugby et le taxi d'ailleurs. Continuez à nous écouter, restez là, on revient avec le rugbyman multifonction Daniel Herrero et le patron déterminé Nicolas Rousselet. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet excellent si vous nous rejoignez. On continue votre émission, celle qui crée le lien avec 2 excellentes personnalités ce soir. Le rugbyman, on va y arriver, Daniel Herero, et l'innovant patron du groupe Rousselet, Nicolas Rousselet. Alors Nicolas Rousselet, un petit rappel pour nos auditeurs tout de même. Le groupe Rousselet, que vous dirigez, c'est 522 000 mètres carrés d'espace de stockage sur 99 sites en France, avec Homebox, la filiale que vous avez créée. C'est 18 000 taxis affiliés, dont les bien connus G7 et Taxi Bleu. C'est 884 agences de location de véhicules avec votre filiale ADA. Je reprends mon souffle. Et un réseau national et international G7, Logistics World Alliance, avec une présence dans une vingtaine du pays du monde. Et alors, cette excellente croissance, vous en êtes clairement à l'origine, Nicolas Rousselet, puisque à votre arrivée dans le groupe en 96, depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de chercher à le diversifier, à le faire grandir. Et d'ailleurs, c'est un voyage aux États-Unis qui vous a inspiré, si je ne me trompe pas. Absolument. Quand j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction du groupe, il y a quelques années maintenant, j'étais déjà dans le groupe pour tout ce qui était opération de diversification et opération exceptionnelle. Donc c'est comme ça qu'on a repris ADA, le loueur de voitures, qui n'existait pas à l'époque, il n'y avait que la branche taxi. Et de la même manière, ADA, qui est loueur de véhicules utilitaires, je me suis dit, c'est peut-être intéressant de voir ce que font comme type de service les grands de la location de véhicules utilitaires aux États-Unis. Et c'est là où j'ai découvert un métier qui n'existait pas en France,
ou à l'état tout à fait embryonnaire, qui est la location de box de rangement, le self-stockage. Et j'ai donc créé en 96 Homebox, la location de box de rangement, une évolution permanente, puisqu'aujourd'hui on est présent en Espagne, on est présent en Allemagne, en Suisse, en France évidemment, des chiffres qui évoluent en permanence, on est à 140 centres aujourd'hui. Donc tous nos business évoluent très vite, mais c'est vrai que c'est à l'occasion de ce voyage à l'étranger que je me suis dit, mais on est le numéro 1 en véhicule utilitaire en France, pourquoi pas adjoindre une autre activité avec laquelle on peut avoir des options du cross-selling, de la vente croisée, le client à qui on fournit un service plus étendu, en lui louant un box en plus de son véhicule de déménagement quand il a un besoin de changer de domicile, par exemple. D'accord. Et finalement, c'est le voyage qui vous a inspiré, c'est d'aller voir ailleurs qui vous a permis de revenir avec de l'innovation aussi, c'est-à-dire ouvrir le regard, l'ouverture, ça permet de construire autre chose derrière. Oui, il faut en permanence être à 360. Et aujourd'hui, les remises en cause, elles sont permanentes. Le monde est plat. Les concurrents, ils sont pas à Paris. Ils sont dans certaines parties des États-Unis. Enfin, tout avec la révolution numérique. Tout est prêt, quoi. Tout est prêt. Et la concurrence, elle est globale. L'avantage aussi, c'est que les marchés sont totalement ouverts. Et donc, finalement, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus innovant. On en a un peu parlé tout à l'heure, et puis c'est celui qui est le plus rapide. Donc avant c'était les plus riches contre les autres qui gagnaient, aujourd'hui c'est les plus rapides, c'est les plus malins, on a parlé d'esprit d'équipe tout à l'heure, c'est la conjugaison des talents, c'est ça qui fait la différence, c'est plus les sommes sur un compte en banque, c'est la rapidité. Et avec Internet, et bravo à toute la French Tech, là c'est très enthousiasmant, tous ces jeunes entrepreneurs, on voit que on crée beaucoup de valeur sans capital, c'est la révolution du numérique, ça, c'est génial. Bon, après derrière, c'est vrai qu'on est tout le temps sur le grill, parce que comme il n'y a plus de barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants, il n'y en a pas non plus pour ceux qui sont là. Mais c'est ce qu'on aime, c'est en permanence évoluer. C'est cette ouverture sans barrière en fait. Aussi, absolument. Et alors justement, je vais rebondir sur vous, Daniel Herrero, parce que vous êtes un grand voyageur. Le voyage il vous a beaucoup défini et beaucoup apporté. Puis ça vous a permis de transmettre énormément. Justement, sur cette ouverture, vous avez eu besoin d'aller voir ailleurs, vous aussi, Daniel Herrero. Oui, alors le terme de besoin, il est pour ce qui me concerne juste, quoi. Je ne sais pas si je sens ou si je ressens, tu vois, si je m'émeus ou si je me dynamise à partir de l'idée que c'est en bougeant, sans aucun doute, que je me réalise le mieux, et c'est en allant voir ailleurs que je me construis le plus sereinement, voilà. Tu vois, donc assez tôt, les rebonds impertinents de la balle ovale me séduisent, m'interrogent, tu vois, et me ravissent dans le plaisir immédiat. Mais en même temps, il m'autorise, moi qui suis un enfant de Toulon, à aller jouer à Marseille, ou aller jouer à Béziers, ou aller jouer à Toulouse, tu vois ça. Et ça, à faire sauter les barrières aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et cette idée d'aller voir ailleurs comme ça, elle s'inscrit comme étant la plus goulayante. Qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Qu'est-ce que j'aime. Alors sans doute aller me mesurer avec celui d'ailleurs, sans doute aller le voir, peut-être pour le connaître, le comprendre. Qu'est-ce que ça vous apporte précisément ? Ben c'est assez difficile à dire parce que le bénéfice du voyage, tu vois, ou les bénéfices de l'ailleurs, tu le définis pas sur un seul truc, quoi. Aller voir des gens, ben c'est avoir la possibilité de t'interroger sur des choses que tu connais pas. Ok, sans aucun doute. Aller voir des gens, c'est observer peut-être, te rendre compte des modes de vie différents des tiens qui amènent pourtant des bonheurs aux hommes. Ah ben sans aucun doute. Aller voir ailleurs, c'est un peu sortir du milieu dans lequel tu es, dans lequel tu ronronnes, dans lequel ça permet de mieux y revenir après aussi, non ? Voilà. Alors avec c'est Ulysse. Avec des innovations comme Nicolas Rousse l'a fait. Voilà, va te mesurer, va voir ailleurs, va rencontrer ailleurs, va te mesurer ailleurs, bouge avec ceux d'ailleurs, observe ceux d'ailleurs. Ils seront sans aucun doute nourriciers. Tu peux te nourrir de différentes façons sur la Terre, là, à l'évidence, dans ta bibliothèque, comme avec ton marteau et dans la construction de ta... Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Mais moi, alors, le regard d'ailleurs, le goût d'ailleurs, et alors je pense aussi l'estime conquise ailleurs ou l'estime transmise ailleurs, est pour moi plus nourricière encore. Plus nourricier encore. Ça résonne pour vous particulièrement, Nicolas Rousselet, puisque vous avez ouvert le groupe à l'international aussi. Et du coup, ça vous a d'autant plus conforté et affirmé, en fait, dans votre développement. Oui, le groupe s'est totalement transformé. Moi, j'ajouterais que la lecture aussi, c'est un moyen de voyager. Oui. Les outils numériques permettent, sur des outils, des tablettes, d'avoir accès à une foule d'autres cerveaux. Oui, d'ailleurs, j'ai écrit 2 livres sur l'économie de partage, sur Urbanité. Donc, c'est vrai qu'il y a les voyages physiques, la mobilité, et moi, je suis ravi que plus on voyage, mais on se porte tous. Puis, si en plus on prend un taxi pour aller à l'aéroport, ça va très bien. Et comme Daniel, moi, j'ai l'appli. Vous êtes parfaite, je le savais.
je savais que je m'étais... Que j'étais parfaite, je vous remercie. Absolument, vous et Daniel d'ailleurs, un abonné et l'appli Grand Public. D'ailleurs, si vous avez des remarques, faites-nous le remonter. C'est une des particularités de G7. J'ai rien à dire, c'est je suis ravie. d'être proche de ses clients. À l'écoute, accessible. Voilà. Et la lecture. La lecture, c'est aussi un très bon moyen de voir ce qui se fait, d'anticiper, d'être à l'écoute. On peut aussi s'exprimer comme citoyen quand on voit que la Commission européenne va sortir un règlement sur le numérique pour que les règles du numérique soient à peu près les mêmes que les règles dans la vie normale, physique. Tout ça, c'est intéressant. Voilà. Donc effectivement, il faut en permanence enrichir les réflexions. On est tout le temps sur la sellette. La concurrence, elle est là, elle est permanente. Voilà. Donc il n'y a aucune situation acquise. Toujours réfléchir, toujours écrire, toujours transmettre et toujours regarder, écouter, etc. On est absolument. Il n'y a que si comme ça qu'on peut durer. Parce que si une entreprise qui ne se transforme pas, la voie naturelle d'une entreprise, c'est de naître, de se développer et de mourir, comme n'importe quel être humain, n'importe quel être vivant. Donc en fait, le seul moyen... Elle est transmise, comme chez vous, on va en parler tout à l'heure. Oui, elle est transmise, mais avec le choc du numérique, avec le choc d'offres. Il a fallu se réinventer. Vous avez été résilient, si je peux me permettre. Oui, en tout cas, on fait le maximum pour satisfaire nos clients, à la fois les clients les transportés, la double mission de G7, la mobilité pour tous, et puis aider le chauffeur de taxi, qui est notre deuxième mission. Donc l'entreprise se transforme en permanence. Et pour ça, pour savoir les bonnes directions dans un univers compliqué, il y a les talents qui sont à nos côtés, qui sont les patrons de l'ensemble de nos activités, et puis les lectures, les expériences, bref, bénéficier des cerveaux des autres. Alors justement, Daniel Herrero, il en a écrit quelques-uns, des bouquins aussi. Il a notamment écrit un dictionnaire amoureux du rugby. Donc pour des gens qui n'y connaissent rien comme vous et moi, je pense que c'est une bonne lecture, n'est-ce pas, Nicolas Rousselet? On va réviser. Voilà, et puis il a aussi écrit ses voyages, mes Méditerranée. Je crois que vous avez un projet en ce moment aussi d'écriture, Daniel, si je ne m'abuse. J'ai toujours le ventre qui s'active ou le neurone qui se met un peu à pétiller, tu vois, sur ce thème-là, les rebonds impertinents, le thème du jeu, cet étrange jeu, tu vois, qui naît quand même de la pensée de l'homme, je dirais, quoi. Ce jeu-là, il me passionne, et les hommes qui le pratiquent me passionnent, et ça m'intéresse toujours de voir comment, en aiguisant la curiosité par les ailleurs et les rencontres, on peut à la fois faire évoluer et le jeu et les hommes qui le pratiquent, mais il est vrai que le goût du voyage reste quand même peut-être l'essence base de ma manière d'être. Il faut que j'aille voir ailleurs, et effectivement il faut que j'aille voir ailleurs avec l'idée comment peut-être dans les ailleurs que j'analyse, que je vis, tu vois, que ce soit au fin fond de l'Okavango, dans les 20 voyages que j'ai pu faire en Amazonie ou dans le désert du Sahara, ou simplement je ne sais pas moi, en allant arpenter quelques grands glaciers du pôle Nord, peu importe, ou simplement sur les terres de ma France, tu vois, dans l'endroit où elle a encore quelques traits de sauvage, tout ça est pour moi très très nourricier, avec une quête permanente qui est comment ça peut stimuler un peu la découverte. L'appétit vers la joie, quelque chose de joyeux, quelque chose qui me fait du bien, avec une considération un peu peut-être excessive, parfois je trouve un peu immodeste, mais enfin sincère de ma part, il y a une légitimité à ce que tu sois heureuse. Tu vois, je m'adresse à toi, Judith. Voilà. Il y a une légitimité. Et même je pense qu'on est tous légitimes au bonheur. On est tous à l'accès au bonheur, en tout cas. Et donc, je suis depuis quelque temps en relation avec le monde de l'édition, et je rédige tranquillement, sans doute à ma vitesse, qui peut de temps en temps peut être dans la pétarade et parfois un peu dans le sieston, tu vois, mais à ma vitesse, je suis sur les routes du bonheur ont-ils une destinée, quoi, tu vois, ou ont-elles une légitimité, ou est-ce que les matchs qui se livrent dans la vie, quels qu'ils soient, n'ont pour exclusive mission de te donner de la joie. C'est un parfait prétexte, le rugby, pour vous. Et pour moi, alors le rugby, le rugby, tu vois, c'est une pratique humaine. D'aucuns la pensent professionnelle pour les élites, d'autres la pensent totalement amateur, c'est-à-dire ceux qui aiment, d'autres la pensent purement éducative. Moi, il me ravit de voir que quelque action du monde dans
lequel tu te réalises. Elle a la mission de te donner du développement. Elle a la mission de te donner peut-être du confort moral surtout. Tu vois, rien ne me serait plus triste d'estimer que le boulot que tu fais, il est une contrainte et il est pas. Moi, j'adore mon métier. Voilà, et il n'est pas le goût de ton cœur. D'ailleurs, et on va y rien ne me revenir serait à plus. ça. Juste pour finir, mais parce que je m'adresse à. Non, mais je m'adresse à la fois. Non, t'es gentille. Mais à la fois, j'allais dire à Nicolas et à moi-même. Mais rien ne me serait plus pénible d'estimer qu'un chauffeur de taxi dans sa bagnole ou un rugbyman qui pousse en mêlée n'aime pas ce qu'il fait, quoi. Voilà. Alors justement, je rebondis sur ce que temps. dit Daniel Herrero, Nicolas Rousselet, et je vais vous poser une question un peu personnelle finalement. Est-ce que vous pensez que si vous êtes bon dans votre travail, et si vous avez su réinventer l'entreprise que votre père vous a transmise, finalement, on va y revenir tout à l'heure, est-ce que si vous avez su bien le faire, c'est pas parce que tout simplement vous êtes passionné par ce que vous faites, pour en revenir à cet esprit d'entrepreneur aussi, qui vous définit à la base. Donc finalement, c'est la passion qui vous anime, Nicolas Rousselet aussi. Oui, on fait tout ça. On a choisi nos métiers. Moi, j'ai commencé par rater le bac, donc vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose qui me passionnait à l'époque. Bon, et puis on se dit, qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie ? Vous avez fini sur HEC, c'est pas mal après avoir raté le bac. Après, on se rattrape. On dit, mais il faut quand même. Moi, qu'est-ce qui m'amuse, c'est de développer, c'est d'entreprendre, c'est de redresser les entreprises, c'est de les transformer. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a comme formation ? Tiens, on va se bagarrer pendant quelques années. Vous l'avez raté une fois, vous l'avez eu après, de toute façon, votre bac. Mon bac, j'ai fini par l'avoir. HEC, j'ai aussi fini par l'avoir, avec beaucoup de persévérance. Mais j'ai fini par l'avoir. Oui, parce que c'est pas facile. Et non, mais c'est déjà le début de la passion. Et puis la passion, elle peut s'exercer si on a les bons outils. C'est-à-dire que sinon, on aime bien les uns les autres se prendre des claques, mais il faut quand même remporter des victoires. Donc il faut être bien formé, bien outillé. Les deux sont liés de toute façon. Des fois, je me demande si on n'aime pas en donner aussi de temps. Même des claques non, je m'interroge, tu vois, sur le... Je suis d'accord. Vous êtes entendus là-dessus tous les deux, mais pas que d'ailleurs. Beaucoup de choses. Non, il n'est pas gênant de prendre quelques emplâtres quand tu les mérites et quand tu as la route sur laquelle tu t'es exposé. Elles sont même nécessaires, bien sûr. On peut considérer que ça, mais en même temps, de temps en temps, tu vois, quand tu t'égares du chemin qui est celui du chemin à la fois du bonheur, de ton propre bonheur et du bonheur des autres, alors collègue, tu peux prendre quelques emplâtres. Merci messieurs, on continue tout de suite. C'est excellent d'ailleurs, en compagnie de l'innovant patron du groupe Rousselet, Nicolas Rousselet, et de l'excellent ancien joueur et entraîneur du RCT Rugby de Toulon, Daniel, je vais y arriver, Herero. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est la dernière partie de cette excellence sur Sud Radio, votre émission, celle qui crée le lien, car l'excellence ne connaît pas de barrière, comme j'aime à le rappeler. Je suis ce soir en studio avec deux personnalités qui l'incarnent chacun à leur manière. Daniel Herero, le rugbyman, et le PDG du groupe Rousselet, Nicolas Rousselet. Alors Nicolas Rousselet, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est votre père André, André Rousselet, qui a créé le groupe Rousselet. Pour les auditeurs, André Rousselet a été entre autres l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand en 1980 et le fondateur de Canal+, c'est pas rien. Et, il a lui-même fait prospérer l'entreprise que lui avait cédé son papa. Enfin, il a continué l'entreprise de votre grand-père, c'est ça ? Ou c'est lui qui a acheté en 1960 le premier garage ? C'était pas très clair. Non, mais... Je vous pose la question. Voilà, je vais essayer de vous éclairer. Ouais. L'entreprise a été créée en 1905. C'est ça. Et donc c'était G7 Garage numéro 7 qui l'a racheté. Exactement. Elle a eu quelques différents actionnaires et elle avait été rachetée par le constructeur automobile qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelle Simca. Oui. Et mon père, André Rousselet, travaillait aux relations extérieures chez Simca. D'accord. Et ce qui d'ailleurs raconte très bien dans une autobiographie qui s'appelle À mi-parcours, que je conseille à nos auditeurs. C'est passionnant, comme l'histoire de la 4e République, 5e République, enfin, très intéressant. Et il avait l'envie d'entreprendre, et la G7 en 1962, il a fait une offre à Simca pour la racheter. D'accord. C'était une entreprise moribonde. Oui, il y avait 150 taxis, je crois, qui étaient en train de péricliter, quoi. Oui, exactement, ouais. exactement. Donc c'est une très belle aventure. Parce que lui, il a fait passer de 150 taxis à 2000, puis vous avez diversifié le groupe et vous l'avez emmené à l'international, donc il vous a quand même transmis clairement quelque chose. Oui, on a la même joie d'entreprendre. C'est vrai que j'ai pris la tête de nos affaires il y a maintenant quelques temps, à l'âge de 30 ans, et c'est vrai que le groupe a été totalement transformé. Il a été transformé avant que je prenne la tête de nos affaires par les acquisitions. J'ai parlé tout à l'heure du loueur de voitures Ada. Oui. On peut parler de Novarchiv, c'est une société qu'on a rachetée
en 1996, qui est une société d'archivage papier, qui est d'ailleurs maintenant à une activité numérique, qui se développe bien. Et puis Homebox, quand j'ai pris la direction de nos affaires, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'adjoindre un autre métier, un métier qui pouvait s'internationaliser, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que sur les 3 grandes filiales du groupe Rousselet, il y a vraiment 3 tiers, entre G7, les taxis, ADA, la location de voitures, Homebox, la location de box de rangement. Plus d'autres activités comme le stockage papier, donc avec Novarchive, plus des services supports. On a des centres d'appel avec Serenis, et puis on a une société foncière qui s'appelle Sevinity qui gère l'essentiel des activités. Nicolas Rousselet, pour en revenir à votre père quand même, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi la transmission dans ce sujet. Il y a quand même un poids de l'héritage quand on hérite d'un empire, que quand même c'est un sacré bonhomme. Comment est-ce que vous avez traité ça justement, parce que vous avez dû évidemment en rajouter pour faire votre place, d'autant plus, je suppose. Est-ce que c'était une évidence? Est-ce qu'il fallait que vous alliez là? Est-ce que vous aviez envie de faire autre chose au départ, ou est-ce que vous l'avez fait par défi finalement? Moi, je vais vous dire, je l'ai fait un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait HEC justement pour pas avoir travaillé dans l'entreprise familiale. D'accord. Pour dire, je choisis ce que je veux faire et où je veux le faire. En fait. Sinon, quand j'ai raté HEC une première fois, André Rousselet m'a très gentiment dit, tu sais, si tu veux travailler dans l'entreprise familiale, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme. J'ai dit non, je veux avoir le choix. Bon, voilà. Et ça m'a galvanisé que de rater HEC à 2/10 de points à l'époque. Et donc j'ai repassé HEC, j'ai fini dans les 30 premiers. Après, j'ai fait HEC Entrepreneur, qui est une des spécialités d'HEC tout à fait performante pour apprendre à gérer des PME. Et donc, je voulais surtout pas... je voulais éprouver ma liberté, donc choisir. Les hasards ont fait que j'avais trouvé une entreprise à reprendre, et André Rousselet m'a dit, si tu veux, Ada, si tu veux, tu le fais dans le cadre du groupe. Le groupe était géré... il était malin, papa, quand même. Il avait envie que vous veniez à côté, hein. On peut le dire. On peut pas. En tout cas, vous savez pas, il vous l'a jamais dit. En fait. La chance nous a souri à tous. Parce que mes associés. Mais est-ce qu'il vous l'a dit? J'ai envie que tu viennes travailler avec moi, votre père? Non, parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec lui en fait. En tout cas, en début de carrière, j'ai travaillé pour le directeur général de l'époque, un très brillant inspecteur des finances, et qui a participé à cette formation, quand je m'occupais de tout ce qui était développement, tout ce qui était opération exceptionnelle. Oui, parce qu'après l'école, il a fallu se former sur le terrain, quoi. Par l'école, oui. J'ai géré un golf et un hôtel pour commencer. J'ai géré une boutique de prêt-à-porter quand j'étais encore à HEC. Mais j'aimais ça. Et où vous avez le mieux appris finalement, à l'école ou sur le terrain, Nicolas Rousselet? Franchement, les deux sont complémentaires. On a la chance en France d'avoir un système de grande école exceptionnel, qui a des inconvénients, bien sûr. Tout le monde ne fait pas des grandes écoles, mais qui a des avantages. C'est qu'on a des étudiants qui sortent de ces écoles très bien formés. Les équipes G7, ADA, Homebox et du groupe Rousselet, c'est leur succès. Moi, j'anime, mais c'est leur succès. On a la méritocratie à la française, on le dit jamais assez. On parle que des problèmes, mais ça forme quand même les meilleurs étudiants au monde. Mais c'est cette sélection. Bon. Donc, bref, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait cette école pour avoir la liberté de choisir. C'est aussi la compétition qui fait les bons, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est absolument. On est d'accord avec Daniel Herrero là-dessus. C'est anonyme, c'est anonyme. La méritocratie à la française, c'est anonyme. Tout le monde peut y accéder, quoi. Tout le monde peut. Alors, on n'a jamais assez de boursiers. Certains un peu plus facilement que d'autres. On n'a jamais assez de boursiers. Donc ça, il faut aider pour que tout le monde ait la même égalité des chances. Et puis, c'est l'intérêt de la nation, de ça. C'est pas seulement aider ceux qui en ont besoin. C'est l'intérêt de la nation. Donc, donc bref, j'ai fait cette école, cette formation, pour pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle je travaillerai. Et Ada, André Rousselet m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas suivre cette participation dans le cadre du groupe Rousselet, plutôt que de faire ça à côté. Bon. Moi, je n'ai pas vocation à prendre la place du directeur général de l'époque. Il se trouve que le directeur général de l'époque a voulu monter ses propres affaires. Et à 30 ans, il y a eu une opportunité. Là, quoi. J'étais là. Par hasard. Par hasard. Bon, mais la vie, c'est des hasards, des opportunités. Et puis ça marche. Il y a vraiment des hasards, moi. Ça marche ou ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Herrero? Vous croyez que c'est des hasards, tout ça?
Par définition, je ne croirais pas au hasard. Je crois fatalement, tu vois, à la destin, dynamique. à la Ouais. Enfin, quand un certain nombre de paramètres sont réunis pour que ça fonctionne, ou tout au moins ça s'articule, et parfois ça boite, et parfois ça explose. En l'occurrence, le problème de la transmission, il est pas léger. La transmission familiale, ou la transmission tout court. Il y a un transmission... point de l'héritage, on l'a dit. C'est pas simple. Voilà, fatalement, tout le monde sait les risques et les dangers qu'il y a à ce que celui qui est au-dessus, grosso modo, le tenant du pouvoir projette ses desiderata, sa manière d'être au monde, son regard sur les autres, le projette sur la progéniture, et en l'occurrence le conditionne, le structure, l'organise et même le détruise. Tu vois, mais moi, cette problématique-là, en sport, elle existe à des quantités d'exemples, et dans le monde de l'entreprise, on n'en parle pas, et dans le monde tout court, dont la transmission est quelque chose d'assez complexe. Là, j'ai la sensation, par exemple, je ne sais pas dire chez les Rousselets, je ne me permettrai pas, mais enfin, non, mais tu vois, j'ai la sensation, parce que je connais le sujet dans le monde du sport. Ouais. Tu vois, tu as vu, je sais pas moi, le haka des All Blacks. Tu vois, c'est les All Blacks. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Tu as l'impression qu'ils te vomissent de haine dessus, alors que c'est simplement un cri initiatique. Le haka, la première c'est assez symbolique. enivrant, c'est pas que de la violence quand on les voit. Absolument, il y a quelque chose de gratifiant, de troublant, d'énergisant par définition, et en même temps un peu d'inquiétant. Mais enfin bon, en l'occurrence, là, quand ils commencent le haka, de fait, la symbolique de la première formulation, c'est les grandes équipes sont fières de voir les fils dépasser leurs pères. Tu vois, c'est ça, mais de toute façon, les enfants sont réussis s'ils sont mieux que nous, a priori. C'est cette idée-là, quoi. Cette idée de fond. C'est-à-dire que tu as pu envoyer des choses dans ton exemplarité, dans ta manière d'être au monde, probablement dans ta façon de penser. Tu as pu imbiber de façon mimétique, tu vois, et fatalement la progéniture qui a grandi dans ton périmètre proche. Et si il y a dans la route des éléments dans le cœur de celui qui va hériter, de celui qui va recevoir, de celui qui va s'inspirer, s'il y a dans le cœur des points identiques, des points d'identité, des points d'estime communs, tu vois, je me permets modestement, mais je sais pas, chez les Rousselets, il y a un goût démesuré d'entreprendre avec des humains dans des matchs qui sont jamais très faciles et qui sont pas gagnés de nature, et qui seront peut-être, ces matchs-là, contributeurs d'un peu de bonheur chez les humains. Oh putain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Rousselet, ce qu'il nous dit, Daniel Herrero? Il nous reste peu de temps, je vous écoute. Moi, je peux pas nier le fait que j'ai eu de la chance, bien sûr, que j'ai eu des opportunités que tout le monde n'a pas eues. Et je remercie ceux qui m'ont fait confiance, d'ailleurs. Et comme je remercie aujourd'hui mes associés, mon frère et ma sœur, qui sont associés dans le groupe Rousselet. Mais sur ce derrière, mimétisme, sur cette transmission justement silencieuse, sur... Je crois pas que peut-être inconsciemment, mais moi je crois pas au succès qui est la résultante d'une copie. Donc peut-être sans doute de manière inconsciente d'un environnement. On commence tous par copier, puis après on grandit, quoi. A priori. En tout cas, chacun a sa voix, chacun doit trouver sa voix. C'est jamais en imitant. C'est comme dans la concurrence. Moi, j'ai pas du tout envie de faire de VTC. Et pourtant, à une époque, quand ils ont déboulé, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas la même chose? T'as plus besoin de centre d'appel. Il y a une application, ça suffit. Non, la réussite, c'est vraiment se construire aussi bien les entreprises que les individus sur ses forces, sur ce qu'on aime, dans la solidité, mais en s'inspirant de beaucoup de personnes. Il y a de toute manière. Donc l'inspiration, en fait, elle est sur cette espèce de mémoire universelle, globale qu'on a. On s'inspire tous les uns les autres aussi, peut-être. C'est ça que vous êtes en train de dire, que c'est infini, en fait. Il faut faire ce pourquoi on se sent être fait. Voilà. Et ça. C'est pas copier, c'est pas. Encore une fois, il n'y a aucune recette et moi j'ai que des doutes là-dessus. Je n'ai aucune certitude. Mais si on fait ce pour quoi on est fait et dans la joie quotidienne, eh ben on a de bonnes chances de s'épanouir parce qu'on le fera bien, parce qu'on sera le meilleur, parce que vous comme moi, quand on va au bureau, on est content. Voilà, oui, c'est sûr. Et là, du coup, on le fait bien et on le fait mieux que les autres. Et si on le fait mieux que les autres, dans notre système, ça marche pas mal. Écoutez, merci à tous les deux, Nicolas Rousselet, Daniel Herrero. J'aurais bien continué cet échange un peu plus longtemps. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent. Alors, je rappelle qu'évidemment, les taxis G7 et les autres taxis de Nicolas Rousselet sont tous à découvrir sur le site du groupe Rousselet. Vous avez peut-être l'adresse à nous donner, grouperousselet.fr, je suppose, Nicolas?
Oui, au groupeponcelet.fr.eu. Nous, tous les modes de commande sont les bienvenus. On peut toujours appeler, effectivement, pour ceux qui veulent se servir de leur téléphone. Exactement. Il y a aussi l'application. Daniel Herrero, on fait bien attention à la sortie de votre prochain livre. N'hésitez pas à nous dire quand il sera sorti. Je ferai une petite annonce. Et merci pour votre Merci à vous, ça fait un excellent moment. Merci beaucoup. Merci. Merci Ciao, Nicolas. Au plaisir. Je À vous bientôt. attends tous dimanche prochain pour rencontrer ensemble de nouveaux excellents destins. Merci au réalisateur du jour, Quentin Cabanis, à Mon Cerveau Droit, à Méloane Rock, à Antoine Mazer au web. Et on lui souhaite bon rétablissement. Puis aux équipes de Sud Radio, évidemment. Vous pouvez retrouver cet excellent podcast en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de votre radio préférée. Bisous les copains. C'était excellent.